dimanche 16 août 2020. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Lancé jeudi par le président Alpha Condé, la phase 2 du plan d'urgence de l'Agnès se poursuit. Pour la parfaite réussite de cette action présidentielle, des partenariats sont scellés avec des banques notamment pour sécuriser l'argent des bénéficiaires. Nous nous rendrons à Farana où de nouvelles infrastructures sont inaugurées au compte de l'ANAFIC. Les zones de Bagna et Nyalia en sont les heureuses bénéficiaires. Enfin, nous vous parlerons du don du Royaume de Belgique en faveur de nos structures sanitaires et de l'infirmerie de la maison centrale de Conakry. Il est constitué d'équipements sanitaires et bureautiques. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la RTG. Une délégation gouvernementale dans les familles des victimes des dernières manifestations politiques à Conakry. À leur tête, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté de Gomboya d'Ankoya à Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. Les émissaires du gouvernement guinéen ont présenté les condoléances du président de la République. Une démarche salué par les parents des victimes. Reportage Amadou Touri. C'est une délégation conduite par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, accompagné du secrétaire général aux affaires religieuses, du gouverneur de la Banque centrale et des autorités préfectorales et religieuses de Koya, qui s'est rendu dans les familles des victimes des dernières manifestations politiques. Première étape, Gomboya, dans la préfecture de Koya. Ici, les émissaires du gouvernement ont, au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, présenté les condoléances et la compassion aux familles éplorées. Nous sommes là dans une mission gouvernementale. Venir à Gomboya ici pour transmettre la compassion et le message de la paix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux familles éplorées ici. Ça, c'est une première étape pour nous, avec Monsieur le ministre de l'Unité nationale et Monsieur le gouverneur de la Banque centrale et la suite de nos délégations. Nous sommes là pour inviter la famille éplorée d'accepter la pardon, accepter la compassion du gouvernement vis-à-vis de cette épreuve. C'est le destin avant tout. En bon croyant, les parents des victimes ont salué cette démarche de pacification, de paix et d'unité nationale entreprise par le gouvernement. Le ministre de la citoyenneté, il est à nos côtés. Il est à nos côtés tous les jours. Il a envoyé, pendant l'enterrement, il a envoyé une délégation. Donc ça nous a reconfortés. Et les démarches que vous êtes en train de faire, vraiment on vous remercie. On vous remercie pour cette démarche. Nous, le dessert, il est fait déjà. On a pris, comme la fille était une fervente religieuse, on a pris ça au compte de Dieu. J'espère avec vous, là le maire de Ratoma ici, celui de la Ligue islamique, le ministre de la citoyenneté, le gouverneur de la Banque centrale et un département du ministère de la citoyenneté. Peut-être avec vous, vous allez appuyer le dossier pour que justice soit faite. On était porteur d'un message, un triple message du président de la République et du Premier ministre. La première des choses, c'est implorer le pardon des familles des victimes. Parce que nous avons en charge la République de Guinée, tant bien que ce qui marche et que ce qui ne marche pas. Les enquêtes vont être ouvertes et conduites. La deuxième chose, c'est la tradition, la religion et la cohabitation. C'est qu'on ne pouvait pas rester sans venir présenter les condoléances, partager la compassion et les douleurs des familles. Le président de la République, sur le plan social, a insisté sur cela. La troisième chose, c'est remercier les familles qui, malgré cette situation et ces états d'âme, ont quand même accepté de nous recevoir. Et quand nous sommes venus, on leur a dit, il y a un proverbe de chez nous qui dit que le salon n'est pas la route. La route est là-bas, le salon c'est lui qui laisse la route et rentre dans ton salon, c'est qu'il a du respect et de la considération. Donc les familles aussi, en nous recevant, ont eu du respect et de la considération pour nous.
Et nous sommes tenus de partager ces douleurs comme nous devons partager toutes les joies de la République de Guinée. C'est ici, à Der es Salam, dans la commune de Ratoma, dans cette famille où un jeune élève en classe de 10e année a perdu la vie lors des dernières manifestations politiques, que la délégation a achevé sa tournée. Là également, tout comme les précédentes étapes, la mission gouvernementale a présenté les condoléances suivies de prières pour le repos de l'âme des disparus. Je vous le disais dans les titres, après le lancement jeudi de la phase 2 de l'état d'urgence de l'Agnès par le président Alpha Condé à Kaloum, l'heure est à la sécurisation des actions menées. 43 000 ménages vulnérables doivent être assistés dans les 5 communes de Conakry par des transferts monétaires et des kits alimentaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'Agnès se fait accompagner par des partenaires pour réussir cette action. Le PAM pour distribuer les kits et certaines banques pour sécuriser l'argent reçu par les bénéficiaires. Abdul Karim Kamara. Dans l'exécution de son plan d'urgence, l'Agnès est à cheval sur les principes de sécurisation des transferts monétaires. Les 17 000 bénéficiaires de la capitale sont tous dotés d'un téléphone et d'une puce. Ils sont aussi inscrits sur une plateforme de transactions monétaires, un système qui transforme l'argent reçu de l'Agnès en monnaie électronique pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires déjà identifiés par l'Agnès, nous les enrôlons, nous ouvrons leur compte en prenant sa photo, la photo de sa copie de sa pièce d'identité et en lui faisant signer un formulaire. C'est que le bénéficiaire, l'argent, les 250 000 qu'on lui a envoyés, il va pouvoir les récupérer en une fois ou en 10 fois, ça dépend de lui. Et à chaque fois, il viendra dans un point de vente, il va donner son numéro suivant le processus qu'on a fait, il donne son numéro de téléphone et le point de vente va demander au CSO son mot de passe. Le système a mis en place 510 points de vente dans les communes de Conakry. L'autre sécurisation est la sollicitation par l'Agnès de l'expertise du Programme alimentaire mondial pour la distribution de vivres à 25 000 ménages. Nous, Agnès, nous avons notre domaine, le PAM en a, les banques ont leur domaine, donc chacun son domaine, on essaie d'inclure tout le monde et de faire en sorte qu'il y ait une précision dans les actes. Nous voulions nous assurer d'aller avec un partenaire financier qui est très fiable et qui est en mesure de faire un contrôle d'identité de KYC, donc Knowing Your Customer, pour être sûr tout simplement que nous allions vraiment remettre l'argent aux personnes qui le méritent vraiment et qui sont vraiment dans le besoin. Depuis le lancement des opérations, députés et membres du gouvernement accompagnent ces actions sur le terrain. Chacun joue sa partition dans la sensibilisation des populations à travers l'explication des enjeux de cette initiative présidentielle dont le bien fondé est le partage de la prospérité. Un instrument comme cela est à saluer parce que ça lutte contre l'extrême pauvreté dans un pays. C'est un chef-d'œuvre social et ceci est très important dans la mesure où on n'a pas attendu d'être pays exportateur de pétrole pour faire une telle pratique. Et les salutaires, dès que l'embellie au niveau économique a commencé à prendre forme, donc le président a pensé aux couches vulnérables de la société. Je voudrais en profiter pour remercier et féliciter le président de la République et son gouvernement pour cette initiative noble. Nous savons, même dans la religion, les pauvres font partie de la famille de Dieu. Donc cette dimension sociale de l'action gouvernementale va en droite ligne des prescriptions de nos religions. Nous prions tous les jours Dieu pour qu'il nous donne la paix. Mais la paix est un bien commun à tout le monde, mais la paix est une conquête de tous les jours. En tout, 19 points de distribution de vivres sont retenus par le PAM à travers les communes de la capitale. L'Agnès, quant à elle, a déployé 150 pères éducateurs pour la distribution des téléphones et le suivi de paiement des bénéficiaires. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée le 12 août dernier. À Kindia, plusieurs actions de développement entreprises en faveur des jeunes ont été présentées à cette occasion. Des chantiers pour la plupart, parmi lesquels des espaces de loisirs qui, une fois achevés, pourraient créer beaucoup d'emplois pour les jeunes de la ville des Agrumes. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. Ella est une ferme avicole située à Koliagbé, dans la préfecture de Kindia. Ici, une bataille contre l'insécurité alimentaire est engagée.
L'unité de production dispose des couvoirs pour les poules pondeuses à côté desquelles sont traités les poulets de chair. Un service vétérinaire pour la gestion d'alvéoles est en projet. Des travaux d'envergure sont en cours. Une fois ces travaux achevés, le centre pourrait employer 15 000 jeunes. Notre objectif principal, c'est de promouvoir la filière avicole, en même temps faciliter l'insertion des jeunes dans la filière, c'est-à-dire en créant d'emplois jeunes. Mais ce n'est pas directement, ce n'est pas nous de créer, mais nous créons des opportunités et l'État doit accompagner ces jeunes pour puissent réaliser ou entreprendre des idées par rapport à la filière. Dans la ville des Agrumes, les travaux de rénovation de la maison des jeunes sont avancés. Les clauses du contrat prévoient une salle polyvalente, un podium, une salle de cérémonie avec ses 4 coulisses, 4 toilettes, une salle de formation et 2 bureaux. L'infrastructure est faite essentiellement pour améliorer les conditions de loisirs pour la jeunesse de Kindia. Les travaux de la maison des jeunes de Kindia évoluent très bien et nous sommes presque sur les dernières phases maintenant. Donc à l'intérieur c'est la peinture et l'installation des appareillages. Donc dans la cour, nous sommes sur la pose des dallettes et nous préparons aussi l'espace de parking aussi pour le béton. La rénovation de cette grande maison des jeunes de Kindia qui est en train d'être rénovée, bien sûr grâce à la lumineuse idée de fêtes l'indépendance tournante du président de la République. Nous avons constaté que les travaux avancent, bien sûr qu'il y a quelques lacunes que nous avons constatées et nous allons prendre des dispositions immédiatement pour justement que ces problèmes soient levés en vue de finir cette maison des jeunes. Et au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons apporté des réformes importantes dans le cadre des maisons des jeunes pour aller au-delà de la mobilisation et de l'animation pour faire en sorte que les maisons des jeunes soient de véritables centres attractifs d'information, d'orientation, de formation. L'équipement de toutes les maisons des jeunes guinéennes est annoncé pour le 15 août. À Kindia, le salon d'insertion des jeunes filles emploie une vingtaine de jeunes qui sont devenus autonomes grâce au travail des machines à coudre. Leur souci du moment, c'est l'équipement de leur atelier afin de recruter d'autres jeunes. Des infrastructures, il en est également question à Farana, spécifiquement dans les communes rurales de Bagna et de Nyalia au compte de l'ANAFIC. Il s'agit entre autres d'un nouveau bureau, d'un foyer des jeunes et des points d'eau, des édifices inaugurés par le conseiller du président de la République chargé de mission. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. À Bagna Centre, le ministre conseiller à la présidence et sa suite ont procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Sur financement de l'ANAFIC, Bagna bénéficie de la rénovation et de l'équipement d'un centre d'accueil à hauteur de 113 millions de francs guinéens. Il y a également un forage pour fournir de l'eau potable à la population. Un nouveau bureau est aussi construit pour la mairie de cette commune rurale. Plus de 416 millions de nos francs ont été investis ici pour améliorer la gouvernance à la base. La nouvelle mairie de Bagna comprend 5 bureaux, 2 toilettes internes, une salle de délibération entièrement équipée avec électricité solaire, un bloc de latrine externe de 2 cabines et un forage, le tout dans une clôture semi-grillagée. L'initiative que son Excellence a prise pour créer l'Agence nationale de financement des collectivités, c'est la première du genre en Guinée. Et chaque collectivité de la région a bénéficié d'au moins 1 milliard de francs guinéens. Nyalia, la commune rurale voisine de Bagna, le district de Camara est désormais doté d'un foyer de jeunes. L'infrastructure est entièrement équipée avec des installations solaires et des accessoires audiovisuels. Nous avons planifié 3 actions. La construction d'un centre polyvalent, la construction d'un bloc latrine de 3 cabines, la construction d'un puits amélioré. Ce foyer est équipé bien sûr. Nous avons les chaînes musicales,
Nous avons les sièges en plastique au nombre de 80. À Bagna Centre et à Camara dans la sous-préfecture de Nialia, la réalisation de ces infrastructures a été assurée à 100% par l'Agence nationale de financement des communautés en Afrique. Des financements issus des prélèvements de 15% sur les ressources minières du pays. Parlons à présent de l'entrepreneuriat féminin qui est en train de prendre son envol avec des femmes inspirées et audacieuses, des femmes qui, grâce à leur talent et leurs compétences, ont su dépasser tous les clivages. Ce soir, l'on vous présente 3 dames évoluant dans l'artisanat, l'esthétique et la coiffure. Une nouvelle génération de femmes ingénieuses qui sont déterminées à être de véritables références dans leur domaine. Djamou Kaba les a rencontrées pour vous. Suivez son reportage. Elles sont de plus en plus ces jeunes dames diplômées à quitter leur emploi pour se lancer dans leur propre activité. Marie-Elisabeth, la vingtaine, est un symbole de cette cadence entrepreneuriale. Diplômée en administration des affaires au départ, elle a finalement opté pour la coiffure, un métier qu'elle exerce depuis 2019. Telle est sa passion. Après mon diplôme, je me suis dit que la réussite, c'est dans la passion. Alors pourquoi ne pas exercer un métier qui va dans ma passion, dans lequel je peux réussir. Alors j'ai directement pensé à aller vers l'esthétique, le maquillage, la coiffure, où j'exerce pleinement mon métier. Parce qu'à travers ce métier aussi, non seulement c'est un métier que j'exerce, mais dans ce métier, j'exerce ma profession en administration des affaires. Je suis gestionnaire. Donc gérer une entreprise, c'est prendre en charge ma comptabilité, ma ressources humaines et aussi ma logistique. Comme Elisabeth, Néné Sidi Sopé aussi revendiquait la fierté d'une reconversion réussie. Ingénieur en génie minier, Sidi a opté pour l'artisanat en donnant de la vitalité au tissu local. Un rêve d'enfance devenu réalité. Je dirais tout d'abord que j'ai fait de ma passion mon métier. Étant ingénieur de profession, je suis aussi une grande passionnée de l'artisanat. Depuis toute petite, je confectionnais des articles pour mes sœurs et moi et tout le monde appréciait les articles. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Et en fin 2018, j'ai vu un poste de Oser Innover pour le projet Femmes sans barrières. J'ai donc postulé et j'ai été sélectionnée. Après ma formation, j'ai commencé à faire des articles et j'ai commencé à vendre. En marge de la Journée internationale de la jeunesse, ces champions de l'autonomisation encouragent les filles du pays à suivre leur exemple et à se lancer dans l'entrepreneuriat féminin. Pour mes sœurs qui ne font rien, je vais leur dire de croire en leurs rêves et de se battre, de ne pas baisser les bras. Moi, j'ai pu y arriver, elles pourront aussi. Moi, je dirais à toutes les femmes que le chemin de la réussite, c'est l'entrepreneuriat. Il ne faut pas rester à la maison parce que tout le monde ne peut pas être employé. Alors, de chercher un métier ou une autre chose, mais qui est de leur passion. Parce que si vous n'exercez pas le métier que vous aimez, vous n'allez pas réussir. Pour booster leur talent, le président de la République a créé le département des droits et l'autonomisation des femmes. L'idée est d'investir davantage dans le processus d'éducation et d'émancipation des filles et des femmes en vue de susciter une forte implication de la couche féminine dans l'émergence de la Guinée. De véritables role makers qui pourraient inspirer d'autres jeunes dames. Sur un tout autre plan, la crise sanitaire du coronavirus a éprouvé plus d'un citoyen. Une épreuve difficile, mais chacun dans son domaine essaie de rendre service. C'est le cas des personnes vivant avec un handicap. Au centre d'apprentissage des métiers de la Cité de Solidarité, elle s'illustre dans la production locale du savon et des masques. Mamadi Terna Kamisoko. À la Cité de Solidarité de Conakry, ce centre d'apprentissage pour personnes handicapées évite la rue à de centaines de citoyens à mobilité réduite. Ici, la teinture, la saponification et la couture offrent une seconde chance à ces couches vulnérables. Quelques mois après son inauguration, le centre prête main forte aux autorités dans la lutte contre le coronavirus.
Près de 100 000 savons en morceaux et en liquide et quelques 35 000 masques locaux sont fabriqués par ces handicapés dans le but de contribuer à promouvoir les gestes barrières dans le pays. Il y a de cela seulement quelques semaines, nous avons bénéficié de l'invitation et de la confiance de notre département de tutelle à l'effet de participer au combat naturel de lutte contre la Covid-19. Pour ce faire, 75 handicapés ont reçu des formations préalables à la production des masques et des savons. J'ai le grand plaisir de porter à votre attention que la confiance placée en nous est en train de se mériter vivement. Travaillés nuit et jour, nos équipes se sont rivalisées d'ardeur pour rendre disponibles à ce jour 35 000 masques, 5 000 types de savon liquide et 80 000 morceaux de savon. Tous les jours, donner du poisson à quelqu'un, mieux vaut l'apprendre à pêcher. Alors, Monsieur le Président de la République a fait appel au ministère de l'Action sociale pour s'impliquer dans la riposte du gouvernement contre le Covid-19. C'est ce qui fut fait. Et comme nos cibles, ce sont les personnes handicapées, et comme nous ne sommes pas tous égaux face au Covid, nous avons pris le double objectif à faire en sorte que les personnes handicapées aient de l'emploi et également fassent en sorte qu'elles puissent se protéger contre cette maladie. Ce programme de réinsertion sociale des personnes handicapées est né du partenariat gouvernement guinéen PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement qui se montre déjà satisfait des résultats obtenus à ces jours. Vous avez vu les modèles des bavettes, elles sont meilleures même que celles que je porte, qui est importée, donc on peut fabriquer du Made in Guinée par des populations engagées, déterminées, par des personnes dont on dit souvent qu'elles souffrent d'handicap et qu'elles ne peuvent pas apporter une contribution forte. Là, c'est la démonstration qu'elles peuvent être extrêmement productives et le faire de la meilleure manière qui soit. Rétablir l'inclusion et surtout la justice sociale en rendant autonomes les personnes victimes d'handicap est le principal engagement des autorités guinéennes. Cette activité entrepreneuriale est le meilleur moyen pour valoriser le potentiel de milliers de Guinéens porteurs de déficiences. Et puis, le collectif des journalistes guéris du coronavirus s'implique dans la lutte contre cette pandémie. Ces hommes de médias ont offert un important lot de kits sanitaires à leur corporation. Près de 5000 masques sont donnés pour permettre à leurs confrères de se mettre à l'abri du Covid-19. Mounebari, Alpha Isiagaba. Le geste du collectif des journalistes guéris du Covid-19 touche les associations des presses publiques et privées du pays. À la radio-diffusion-télévision guinéenne, journalistes et responsables de services étaient mobilisés pour recevoir le don de ce collectif. Nous sommes donc ici dans l'antre même des médias en Guinée pour remettre donc à la presse publique un lot donc de 1000 masques, mais aussi de 300 tubes de gel. Comme notre modeste contribution, nous étions des victimes. Près de 60 journalistes à ce jour ont chopé la Covid. C'est cela la réalité dont on ne parle pas. Nous avons finalement compris que notre corporation était certainement la plus exposée, puisque qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y ait du soleil, nous sommes obligés d'aller partout où le devoir nous appelle. En recevant le don, le directeur général de la RTG a exhorté les journalistes à continuer la sensibilisation contre le coronavirus. Pour nous qui savons jusqu'à quel point nous sommes exposés, nous sommes en première ligne, nous sommes fragiles, nous avons compris que par là vous apportez une aide importante à la corporation. Ne pensez pas que ces gestes sont restés sans effet sur nos comportements. Plus que le gel hydroalcoolique, plus que d'autres moyens de prévention que vous allez présenter ici aujourd'hui physiquement, c'est les messages qui accompagnent ces gestes-là, physiques-là, qui importent beaucoup plus. L'ambition du collectif est de contribuer à l'éradication de la pandémie du coronavirus en Guinée. Au siège de l'URTEL-GUI,
La joie est perceptible. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage mérité à ces vaillants journalistes, aux 6 premiers journalistes atteints du Covid-19. L'idée géniale qu'ils ont eue pour eux aussi à leur tour venir en aide non seulement à ces nouveaux journalistes atteints de Covid-19 et l'ensemble de la corporation. Nous sommes très réconfortés par cette initiative de nos confrères qui ont affronté cette maladie, comme vous le savez, et qui aujourd'hui décident justement d'aller à l'encontre de la maladie en préservant la vie des journalistes que nous sommes. Le collectif des journalistes guéris du Covid-19 a promis de multiplier les efforts en vue de mobiliser d'autres kits sanitaires pour l'intérieur du pays. Avec ses nombreux partenaires qui l'accompagnent dans la lutte, à travers les moyens techniques et financiers, il compte s'investir davantage dans la lutte contre la pandémie du moment, le Covid-19. Santé toujours avec ce don d'équipements sanitaires et bureautiques à l'infirmerie de la maison centrale de Conakry et à d'autres structures sanitaires du pays. C'est un geste de la Belgique à travers Enabel et l'ONG Fraternité Médicale Guinée. L'idée est de renforcer partout les capacités opérationnelles du personnel soignant. Falilou Diallo, reportage. Suite au cas de Covid-19 signalé dans certains centres pénitentiaires du pays, le Royaume de Belgique, à travers son agence de développement Enabel, offre des équipements sanitaires et bureautiques à l'infirmerie de la maison centrale de Conakry. Une manière de renforcer les soins de santé en milieu carcéral. Ici, il y a eu au total quelque chose de 129 malades de la Covid. Donc face à cela, FMG avait sollicité l'appui d'Enabel pour pouvoir intervenir dans le cadre de la prévention de la Covid. Donc il y a eu ce premier appui et ce deuxième appui vient dans le cadre de la continuité des services afin de rendre effectif vraiment l'accès à la santé des populations carcérales. Ce don que nous recevons viendra reconforter, renforcer, n'est-ce pas, les capacités opérationnelles du personnel pénitentiaire en vue de faire face à cette pandémie, en vue de freiner la propagation de cette pandémie au niveau des établissements pénitentiaires. Depuis l'annonce de cette maladie, tous les efforts sont orientés dans sa lutte. Plus d'1 million d'euros ont été mobilisés puis réaffectés par les pays membres de l'Union européenne dans cette croisade. Des projets et programmes sont aussi initiés pour contrer le Covid-19. La Belgique, à travers Enabel, a contribué à cette riposte, également dans une optique de cohérence et de complémentarité vis-à-vis de l'Union européenne, dans une démarche qu'on appelle Team Europe, donc Europe ensemble, visant à mobiliser et à maximiser la mobilisation des moyens entre l'Europe et les États membres pour appuyer les pays partenaires dans leur riposte. Même exercice du côté du ministère de la Santé. Des équipements sanitaires sont offerts à l'hôpital national de Donka, aux hôpitaux régionaux de Mamou et Kindia et des préfectures de Pita et d'Alaba. Une action qui cadre avec la politique sanitaire de lutte contre le Covid-19 enclenchée par le gouvernement guinéen. Ce don pour nous est extrêmement important et significatif parce que, comme vous le savez, les malades doivent être pris en charge au niveau des structures de soins. C'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs dans la riposte, mais nous devons faire en sorte qu'au niveau des structures, les agents de santé soient protégés. Et cela ne peut pas se faire sans un minimum d'éléments, notamment les équipements de protection, pour que la sûreté et la sécurité maximale y soient. Ces équipements sanitaires et bureautiques viennent renforcer les capacités opérationnelles du personnel soignant dans la riposte contre cette pandémie. L'idée est de briser la chaîne de contamination du coronavirus en Guinée. Dans l'actualité également, 450 jeunes diplômés vont prendre des cours de gestion de projet. C'est la composante 2 du programme Booster les compétences, un programme qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'auto-emploi. Fatima Diallo.
La Guinée s'inscrit progressivement dans la gestion du capital humain. Il y a 2 mois, un recrutement national de 450 jeunes diplômés a été lancé. Aujourd'hui, 6 000 se sont inscrits sur la plateforme de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Un programme du gouvernement pour inciter les jeunes à développer leur esprit d'initiative et de compétences dans la gestion de projets. Les critères de sélection sont les suivants. Être de nationalité guinéenne, être âgé de 18 à 35 ans au maximum, être titulaire d'un diplôme BTS Bac plus 3 et Bac plus 5 ou plus dans l'un des domaines sollicités. Avoir une bonne connaissance de l'utilisation de l'Internet et une familiarisation avec les logiciels bureautiques Word, Excel et tout ce qui ressemble à cela. Être disposé à suivre tous les modules durant la période de formation. Pour encourager les candidatures féminines, un quota de 30% est accordé aux femmes, 10 aux porteurs de handicap. Les candidats retenus au terme de ce processus seront repartis comme suit. Donc nous aurons 150 en gestion financière, comptabilité, décaissement et audit interne, 60 en suivi et évaluation, 135 en passation de marché, 60 en suivi et évaluation, 45 en sauvegarde environnementale et sociale. Les retenus seront formés par vague de 150 personnes par session. Au terme de la formation, les jeunes formés seront déployés dans les différentes unités de gestion des projets pour un stage de perfectionnement de 6 mois. Du côté de Zérékoré, ce sont des groupements de jeunes conducteurs de taxi-moto qui sont initiés sur la vie associative et le fonctionnement des ONG. La démarche vise à réduire l'instrumentalisation politico-sociale des jeunes motards à l'orée de la présidentielle prévue en octobre prochain. Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Cette formation des jeunes conducteurs de taxi-moto des 3 structures syndicales de Zérékoré vise à réduire l'instrumentalisation politico-sociale des jeunes taxi-motards ainsi que des violences liées au secteur de transport, mais aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons alors décidé, n'est-ce pas, d'organiser une certaine série de sensibilisations à l'intention des taxi-motards afin, n'est-ce pas, de rentabiliser leur activité et en même temps se comporter comme autres transporteurs conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée. Les taxis-motos sont d'une importance capitale, mais les taxis-motos aussi font très mal aux populations. Donc il faut les informer, les former, les faire comprendre que ce métier doit se pratiquer dans les règles de l'art. Ces journées d'échange sur le code de la circulation routière et les textes réglementaires ont permis de renforcer les capacités responsables des différents groupements taxi-moto informels sur la vie associative. Vous savez, aujourd'hui, c'est une activité qui regroupe beaucoup de jeunes et qui réellement leur apporte quelque chose. Ce qui leur manque, c'est comment se mettre ensemble et pour pouvoir mieux gérer comment on appelle, les revenus qu'ils tirent de cette activité. De cette formation, nous saurons réellement comment se comporter dans la vie et comment nous puissions se organiser bien à partir de notre formation et comment gérer notre argent. Ce projet conjoint OIM, PNUD, UNFPA concerne les 5 communes de Conakry et la commune urbaine de Zérékoré. Il a pour but la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. En plus bref et en image, l'actualité nationale au compte de votre rubrique Guinée en bref, avec un commentaire signé Moussa Bangoura. Suivez. C'est la 3e convention dans l'histoire de l'Union démocratique de Guinée. La rencontre n'est pas fortuite. Elle ouvre la voie à la présidentielle du 18 octobre 2020. 2 jours de concertation ont abouti au choix de Mamadou Sylla comme candidat de l'Union démocratique de Guinée. Sa candidature pour la présidentielle en vue remet le parti sur de nouveaux chantiers, comme la tenue d'une élection apaisée et consensuelle. Le travail, bien sûr, on a pu le faire encore pour se doubler ou tripler même.
Les femmes leaders de la Basse-Guinée, un mouvement transversal qui a pour ambition de défendre le bilan et porter la vision du chef de l'État. Ces femmes leaders, constituées de toutes les couches sociales du pays, à majorité des jeunes et femmes, ils se sont fixés un objectif, renforcer le tissu social dans le pays afin de contribuer à préserver le modèle démocratique guinéen. Dès demain, il y a les femmes du Fouta aussi qui vont faire appel au président de la République. Le président de la République a demandé lors de la convention du RPG qu'il avait bien pris en compte la doléance du parti et qu'il en prenait acte. Donc la sollicitation, elle devient grande de part et d'autre, de toutes les communautés. La transversalité guinéenne a l'appelé à ce qu'il puisse continuer le travail qu'il a déjà commencé, d'où le nom même du mouvement que nous sommes aujourd'hui venus soutenir, Wara Wakulabe. Le partenariat est scellé désormais entre le conseiller chargé de mission à la présidence, Morlim Touré, et le ministre d'État de l'Environnement, Mohamed Oye Guilavogui. C'est au cours d'une rencontre organisée par le mouvement Araba la Guinée-Boribé à Dubreka. L'objectif de ce partenariat est de soutenir les actions de développement du chef de l'État. Sa mission est de sensibiliser les citoyens à la non-violence et à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Nous avons créé ce mouvement pour soutenir les actions de développement du chef de l'État. Aussi, maintenir la paix et la cohésion sociale dans la cité. C'est tout pour ce soir. J'ai été ravie de vous servir pendant ce week-end. Merci pour votre bien aimable attention. Demain, Seydou Diallo sera là pour le 20h30. Bonsoir et à très bientôt.